Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 15 juin 2021 en Somalie, au moins 15 personnes ont été tuées ce mardi matin dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement de l'armée. L'armée sénégalaise a affirmé avoir repris une série de postes et de camps de la rébellion en Casamance, ceci lors d'une opération lancée début juin pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau. Et puis l'une des deux seules femmes présidentes de parlement du Moyen-Orient, Rewaz Fek, casse les codes au Kurdistan irakien où plus de 8 femmes sur 10 sont femmes au foyer. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au moins 15 personnes ont été tuées ce mardi matin dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement de l'armée de la capitale somalienne, Mogadiscio. C'est ce qu'a annoncé un officier présent sur place. Un kamikaze déguisé en soldat s'est fait exploser devant des recrues qui faisaient la queue devant le camp militaire général dans l'est de la ville, a déclaré Mohamed Adan, officier présent sur place, affirmant avoir compté une quinzaine de nouvelles recrues qui ont été tuées dans l'explosion. Le kamikaze a visé les nouvelles recrues qui faisaient la queue, c'était horrible, a confirmé un autre officier, le colonel Ahmed Ismail. Ce bilan provisoire est un des plus lourds enregistrés depuis 1 an et demi dans la capitale somalienne, régulièrement secouée par des attaques des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Ces attaques menées par des kamikazes ou à la voiture piégée visent souvent des cibles sécuritaires, checkpoints et bases de l'armée et de la police. Le 28 décembre 2019, une attaque à la voiture piégée contre un poste de contrôle dans un quartier animé de Mogadiscio avait fait au moins 81 morts selon un bilan officiel. Cet attentat n'avait pas été revendiqué par les Shebab. Le 17 août 2020, une attaque d'envergure revendiquée par les Shebab sur un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des responsables gouvernementaux avait fait 11 morts selon un bilan officiel. L'armée sénégalaise a affirmé avoir repris une série de postes et de camps de la rébellion en Casamance lors d'une opération lancée début juin pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau. L'armée donc, a présenté aux journalistes les fruits de l'opération. L'opération dans la région de Casamance a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée. Un officier qui a sauté sur une mine antipersonnelle et un soldat atteint par balle, a dit un commandant local à des journalistes à quelques kilomètres de la frontière à Arenga. Cette offensive est la dernière en date destinée à sécuriser la Casamance et permettre le retour des populations sur les terres dont elles ont été chassées par le conflit. L'armée a pris aux rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance plusieurs bases autour de Badem et le long de la frontière. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules, il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. La Casamance, séparée au nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que les indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie,
Ce conflit a persisté à basse intensité, avec des accès de tension, comme le massacre de 14 hommes près de Ziguinchor en 2018. Ces dernières années, le Sénégal a entrepris de réinstaller les déplacés. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui doit revenir ce jeudi prochain en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan. L'information a été donnée ce lundi par son parti, le Front populaire ivoirien, FPI. Une conférence de presse pour informer de certaines dispositions pratiques prises pour accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo qui revient au pays après son acquittement par la CPI. Le gouvernement, dans le sens de l'apaisement, n'entend pas déroger à sa parole à propos de ce retour de l'ancien président. Les honneurs dus à son rang lui seront rendus, commençant déjà par l'aéroport. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021 par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara a autorisé son ancien rival à rentrer en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale de la Haye fin mars. Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité. Il avait été arrêté en avril 2011 après avoir contesté la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Son refus d'admettre sa défaite avait provoqué une grave crise post-électorale ayant fait quelques 3000 morts. Mais à 3 jours de l'arrivée de l'ancien président, son parti et le gouvernement ont donné peu de détails sur l'organisation de cette journée qui pourrait voir les supporters de l'ancien président affluer massivement vers l'aéroport pour accueillir leur chef. Le souci des deux partis est cependant de vouloir éviter tout débordement à l'occasion de ce retour. Ce journal se poursuit au Soudan. Le ministre de l'Irrigation a annoncé que son pays est prêt à un accord intermédiaire sous conditions, dont la tenue de nouvelles négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie en amont du Nil, en aval du fleuve. L'Égypte et le Soudan réclament un accord avec Addis Abeba sur le remplissage du réservoir du barrage géant sur le Nil bleu, dont la construction a commencé en 2011. Le Soudan s'est dit prêt ce lundi à un accord intermédiaire sous condition dans la tenue de nouvelles négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie en amont du Nil, a annoncé le ministre de l'Irrigation. Ces déclarations interviennent alors que l'Éthiopie, qui a dit avoir opéré la première phase de remplissage à l'été 2020, a annoncé récemment qu'elle procéderait à la seconde phase avec ou sans accord. Le Soudan espère que le barrage va réguler ses crues annuelles, mais craint des effets néfastes si aucun accord n'est trouvé pour le processus de remplissage. Étant donné les contraintes de temps, le Soudan va accepter un accord intermédiaire sous certaines conditions, dont la signature de tous les points sur lesquels les parties se sont déjà mises d'accord. Deuxièmement, il doit aussi y avoir des garanties que les négociations vont continuer, ce qui signifie que cet accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit renouvelé par un autre accord. Troisièmement, que ces négociations porteront sur la première et la deuxième période et que ces pourparlers seront tenus selon un calendrier établi. L'Éthiopie a finalement proposé l'Afrique du Sud pour jouer le rôle de médiateur, ce que le Soudan a accepté. C'est ce que nous avions proposé lors de la dernière réunion à Kinshasa, mais l'Éthiopie avait rejeté cette proposition et la République d'Égypte l'avait soutenue. Il a toutefois noté l'absence de développement dans les échanges entre les trois capitales depuis les pourparlers d'avril sous la houlette de l'Union africaine. Parallèlement, des dizaines de manifestants soudanais se sont rassemblés ce lundi à Khartoum devant l'ambassade d'Italie pour protester contre le rôle de l'entreprise italienne Salini Impregilo dans la construction du barrage.
Le président sénégalais Macky Sall a réclamé ce lundi des mesures urgentes après la mort par noyade d'au moins 8 jeunes au cours de la même journée sur quelques kilomètres de la plage de la banlieue de Dakar. C'est une énième noyade enregistrée dans ce pays. Les noyades sont fréquentes en cette période de première forte chaleur où les Sénégalais, à commencer par les jeunes, vont chercher un peu de fraîcheur dans l'Atlantique. Mais la mort d'au moins 8 d'entre eux en l'espace de quelques heures dans le même secteur est exceptionnelle. 5 corps ont été repêchés sur la plage de Malika dimanche et 2 autres sur la plage contiguë de Gadae, a indiqué un responsable des pompiers. Une 8e dépouille a été récupérée lundi, tout près de là, a-t-il dit. Les victimes avaient une vingtaine d'années. Les drames sont survenus dans des zones où la baignade est interdite en raison de la configuration de la mer. Le sable y est mouvant, mais les gens persistent à y aller, a-t-il dit. Le baigneur peut en quelques instants perdre pied et se retrouver ballotté par les flots jusqu'à l'épuisement parce que le sable s'est dérobé sous lui sous l'effet d'une mer forte. Des maîtres nageurs ou des pompiers sont déployés sur les plages autorisées. Mais les Dakarois se plaignent d'une bétonisation et d'une privatisation galopante du littoral qui les pousse à trouver l'accès à la mer là où ils peuvent dans une métropole en pleine expansion. Les interdictions de baignade sont peu appliquées. Le président a jugé ces mots intolérables. Il a demandé au gouvernement et aux collectivités des mesures urgentes pour une meilleure sécurisation des plages. Pour finir cette édition, l'une des 2 seules femmes présidentes du Parlement du Moyen-Orient casse les codes au Kurdistan irakien où seule une poignée d'hommes et leurs clans ont la haute main surtout. À 43 ans, Rewaz Fek, connue pour son franc-parler, ne se déparge jamais de cette tenue traditionnelle colorée pour diriger les affaires du Parlement de la région autonome du nord de l'Irak où plus de 8 femmes sur 10 sont femmes au foyer. Je vous propose donc de la suivre, ainsi qu'une militante des droits des femmes. De manière générale, la politique au Kurdistan est le domaine des hommes. Ils ont la haute main, l'influence, l'argent, et ils croient plus en leur capacité que les femmes en politique. Ils se voient comme les seuls acteurs de la scène politique, comme les seuls pouvant supporter la pression et la masse de travail administratif et politique. Ceci est particulièrement vrai au sein des partis kurdes qui ne croient pas que les femmes sont capables de s'en sortir dans ce domaine. J'ai eu le sentiment que mon parti ne me prêtait pas main forte pour occuper mon poste. C'est la même chose avec les médias du parti. Quand je suis attaquée, ils ne me soutiennent pas. Il y a même certains membres de mon parti qui m'ont attaquée. Ils ne m'ont jamais apporté des conseils ou de l'aide dans mon travail au sein du Parlement au Kurdistan. En ne comptant que sur moi-même, j'ai gagné en force et en capacité. Je suis devenue une personne forte et unique. Pour ça, je les remercie. Car ils m'ont laissée seule, mais cela m'a rendue beaucoup plus forte et en contrôle aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. C'est une femme forte et compétente. Elle a confiance en elle et c'est une vraie dirigeante et femme politique. Elle a du charisme pour résoudre les problèmes et les crises. Je la compare à Benazir Bhutto, l'ancienne première ministre pakistanaise. Au Kurdistan, la politique est intimement liée au monde des hommes, mais elle a changé cette perception et elle donne de l'espoir à toutes les femmes du Kurdistan. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.